Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Dream, nouvelle émission cette semaine après cette 23e journée notamment de BG League et de promotion d'honneur. À mes côtés, une belle fournée à commencer par l'homme en costard qui aurait pu faire carrière soit dans le foot soit dans le rugby, mais je crois qu'il a décidé de se contenter du poker, d'où la belle petite tenue. François Pradérol, bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Le poker, ça se passe bien en ce moment? Non mais c'est quoi ces fake news pour commencer? Ouais, j'ai vu que tu avais joué de temps en temps, alors je pensais que tu étais un grand amateur de poker. À mes côtés également un ancien joueur de promotion d'honneur, tiens. Et lui, il aurait pu faire également carrière dans le foot, mais l'apéro, tu connais. Ouais. Il a fait son choix et il est redescendu de quelques échelons dans le football. Lucas Galli, comment ça va? Exactement, mais ça va et toi Flo? Salut les gars. Salut. Ouais, l'apéro qui a causé la fin de ta carrière ouais, la mytho-carrière. Exactement. Par contre, un invité de prestige aujourd'hui, Yannick Kakoko, qui a une belle petite carrière et des beaux débuts d'entraîneur avec Pétange. Salut Yannick. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? On est content de t'avoir, on aime bien ce que tu fais cette saison, c'est plutôt des bons résultats. On espère qu'on va te porter chance, on a un petit peu blagué là-dessus, on espère qu'on va pas te porter malheur avec cette émission. Mais j'espère aussi. Et la saison se passe bien. Pour l'instant, je peux pas me plaindre. Ouais. On va tout de suite attaquer avec les résultats. Donc on a parlé un petit peu de la promotion d'honneur, on va commencer avec ces résultats-là. Défaite surprise de ma mère contre Weiler-Latour, 3-1. Et également de Mersch, giflé sur la pelouse de Young Lister, 4-1. Young Lister, ça a dû te faire plaisir, la petite victoire 4-1 contre Mersch. Bettembourg qui maintient le rythme en tête, 3-1 face à Grevenmacher. On le voit au classement, Bettembourg toujours leader qui maintient le rythme en attendant le match reporté de Chifflange, juste derrière avec 45 points, match reporté. En bas du classement, Luxembourg City qui a pris un précieux point face à Rodange avec son match nul, un but partout. Yannick, tu suis un petit peu la promotion d'honneur, c'est qui ton favori pour cette saison? Je suis pas beaucoup, mais je suis quand même pour Chifflange. Ouais. J'avais pour un peu, à un certain moment, j'avais le coach, Isma. Donc je souhaite que le meilleur, j'espère que c'est eux qui vont monter. Bon, on verra en fin de saison si ton pronostic il s'avère juste. En promotion d'honneur, en BG League, pardon, on attaque avec Pétange justement, 5e victoire de suite, 2-1 face à Vitz. Malheureusement, la blessure d'Arthur Abreu, est-ce qu'on en sait plus? Non, pas encore. Là, je sais qu'il est chez le docteur et j'espère avoir aujourd'hui les informations et après on verra qu'est-ce que ça va donner. C'est la cheville, hein, c'est ça? Oui, exactement, c'est la cheville. Ok, on espère que c'est pas trop grave pour lui, puis pour vous, parce qu'on sait que c'est un joueur important. Grosse victoire de Dudelange ce week-end, 4-0 face à Differdange. Une rencontre marquée par quelques décisions arbitrales un petit peu discutables. Vous pouvez aller lire le résumé sur notre site. Tiens d'ailleurs, petite promo. Ça a pas mal fait de bruit avec notamment un but refusé pour un deuxième ballon en jeu, un penalty assez généreux en début de match. Bref, ça a un petit peu agité cette rencontre, mais à l'arrivée, le score est large et sans appel, doublé de Samir Hadji et de Marc Thomas qui venait de rentrer en jeu justement. Lucas, le Swift, grosse victoire également 4-0 à Mondorf avec un quadruplé de Dominique Stolz. Yes, exactement. Hier, le Swift a évolué sur une pelouse compliquée avec une météo, un temps très venteux. Après, on dit souvent dans le foot quand on peut pas vraiment jouer et quand on est dans la situation du Swift où on est dans un sprint depuis le début de saison avec Dudelange, faut savoir gagner. Ils l'ont fait. Ils ont vraiment été tueurs dans les deux surfaces de réparation. Derrière une défense intransigeante, très dure sur l'homme et qui a été très efficace. Et puis devant Dominique Stolz, moi personnellement je suis fan et c'était impressionnant hier. Impressionnant. Il aurait pu en mettre encore un ou deux en plus. Avec notamment une action où il coupe au premier poteau, la balle touche la barre et le poteau ressort. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était très impressionnant. En tout cas, dans les deux surfaces de réparation, c'était plus que costaud. François, le Fola a arraché sa victoire. Ouais, le Fola avec beaucoup de caractère. Alors ils auraient pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt parce qu'ils ont vraiment dominé cette partie. Dès la première mi-temps, ils ont créé beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Ils ont vite trouvé la brèche dans la défense de Karjeng, mais ils ont pas mal vendangé jusqu'à la pause. On pensait qu'ils avaient fait le break au retour des vestiaires puisque Kinol met un doublé, 50e et 66e minute. Sauf que ils finissent pas si tranquilles, ils se relâchent et Karjeng, alors que jusque-là ils avaient été assez inoffensifs offensivement, Manuel Pexoto fait des changements efficaces puisqu'il y a Titizian qui rentre et Muric et ces deux joueurs vont apporter vraiment un plus devant.
Et ils reviennent au score, d'abord sur une tête de Muric où Klein pousse le ballon au fond de ses filets et marque contre son camp. Et puis à la 86e, toujours Muric bien servi en retrait par Titizian qui égalise. Et là, voilà, on se dit c'est quand même dommage. Vraiment, le Fola avait dominé toute cette partie. On se dit que le match nul est assez dur pour eux et ils vont aller chercher la victoire à la 95e, à la dernière seconde. Voilà, Correa Mendes qui s'arrache sur une dernière touche et qui sert en retrait Quinol qui plante son triplé et qui offre les 3 points précieux au Fola qui du coup prend 5 points d'avance sur Karjang dans la lutte pour le maintien. Karjang qui a un match en moins, mais voilà, c'est une victoire très très importante et méritée au final vu la physionomie du match. Il y a eu un autre match, figure-toi, qui a été animé dans les toutes dernières secondes. C'était un match complètement dingue entre Strassen et la Jeunesse. Strassen qui s'est imposé 2-1, mais Ahmed Mogni avec la Jeunesse qui a eu 2 pénaltys. Premier à la 93e, le deuxième à la 97e. Celui-là, il n'est pas rentré, il est passé à côté. Je pense qu'il y avait de la pression et Strassen qui aurait pu se faire rejoindre au score. Donc la fin de match était complètement animée. En bas de classement, Monderkange a gagné son match décisif face à Ostert 1-0. On avait reçu notamment victoire précieuse Kylian Amey la semaine dernière. Malheureusement pour lui, défaite dans la lutte pour le maintien. Là, c'était un match qu'il fallait pas perdre et Monderkange a su le gagner. Rosport 5-1 face à Etzela aussi. Etzela maintenant qui est décroché. En haut du classement, le Progrès a renversé le Racing et maintient Pétange à distance à 3 points avec notamment un but d'Elias Filet et ça me permet de faire le lien avec notre débat du jour entre Elias Filet et Ryan Philippe. Je le disais, c'est le débat du jour et ça va opposer Lucas à François. Alors quelques petites stats, Elias Filet c'est 18 buts cette saison. Ryan Philippe, 22 buts, 22 passes D. Donc voilà, en pourcentage de buts et de participation, c'est tout simplement énorme. On frôle les 60% d'implication dans les buts du Swift pour Ryan Philippe. Elias Filet, c'est pas mal non plus, hein, avec 18 buts, il tourne autour des 35%. Il porte son équipe cette saison également pour sa première vraie saison, on va dire chez les adultes. Bon, il a joué avec la N2 du côté de Sochaux, mais voilà, sa première saison dans une équipe première, prêtée par le FC Sochaux. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'Elias Filet est au même niveau cette saison que Ryan Philippe? Qui veut commencer? On va laisser la parole à François, c'est lui le plus ancien. On va écouter ce qu'il a à dire et pouvoir contrer. Il préfère contrer quand même. Voilà. C'est plus mon style de jeu, moi. Non, moi je pense quand même que pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas photo. Moi je trouve que Ryan Philippe, il est au-dessus. On l'a dit, il a 22 buts, il a 22 passes décisives. Je trouve qu'il est plus complet, plus essentiel, indispensable dans le jeu de son équipe cette saison. Et on l'a vu d'ailleurs sur pas mal de physionomies de match du Swift. Voilà, il est plus au cœur du jeu aussi et même devant le but, il est capable de marquer n'importe quand, dans n'importe quelle situation, sur coup de pied arrêté. C'est un joueur hyper complet, hyper varié. Même si évidemment, Elias Filet est fort aussi, il fait une saison assez impressionnante, mais pour moi, Ryan Philippe, il est au-dessus. Alors évidemment, c'est pas exactement le même poste. Ryan Philippe joue plutôt sur le côté gauche. Elias Filet est plus un finisseur. Tu me grilles mon introduction en gros. Vas-y. Franchement, on rembobine. À la limite, je sais pas, c'est. Non, moi personnellement, déjà, je voulais commencer en préambule en disant que c'est vraiment deux joueurs qui sont des monstres, des gars qui dans la surface sont deux tueurs. Après, ouais, je voulais dire que c'est pas le même poste pour moi, donc déjà c'est un peu difficile de les comparer. Elias Filet joue plus en rôle de vrai neuf, alors que Ryan joue plus sur un côté. Maintenant, moi, je trouve que à contrario de François, Filet est beaucoup plus complet. Filet, il va dans un match. J'ai eu l'occasion de le voir cette saison de nombreuses reprises. C'est quelqu'un qui va déjà énormément défendre. Il va sans cesse agresser les défenseurs. Dans les duels de la tête, je connais pas la détente exacte du type, mais il saute très très haut et très longtemps. Il reste très longtemps en l'air. Ensuite, devant le but, il est tueur. Et surtout, en fait, il fait énormément déjà d'appels. Il demande énormément la balle dans les pieds. Il vient beaucoup décrocher. Et il demande aussi énormément dans la profondeur. Ce qui fait qu'il libère énormément d'espace pour Myron de Almeida, pour Bilal End et même pour Mazur, qui arrivent qui sont quand même des attaquants très intelligents et plutôt vifs et rapides. Et ils arrivent à aller chercher des ballons dans les espaces qu'il laisse derrière lui. Et je trouve que ça crée énormément de décalage. Moi, je le trouve plus complet. Après, il marque moins de buts. Mais est-ce que si Filet était en pointe à Espérange, il mettrait pas autant de buts?
il faudrait voir, mais vraiment je le trouve plus complet dans le jeu en tout cas. Pour rebondir, voilà, tu es dans le jeu, mais Ryan Phillippe par exemple délivre beaucoup plus de passes décisives pour ses coéquipiers également. Donc ça montre. Ça c'est indéniable en termes de stats. Ryan Phillippe. Ah, c'est pas que de la stat, puisque quand tu parles de passes décisives, ça montre que dans le jeu. Il délivre plus de passes, mais moi vraiment dans le jeu pur. Je trouve qu'il apporte plus parce qu'il va défendre, il va libérer énormément d'espace et il faut vraiment, moi c'est ça. Ryan Phillippe aussi est un joueur qui m'impressionne, même si hier j'ai trouvé un petit cran en dessous à Mondorf, mais bon, il n'en met pas autant de buts et autant de passes D si on est un peintre, c'est absolument pas le cas, c'est un très bon joueur, mais vraiment, moi en tout cas si j'étais coach, on pourra demander l'avis au coach. On va demander l'avis à Yannick, ouais. Si j'étais coach, bah, j'aimerais avoir les deux bien sûr, mais si j'avais le choix, je prendrais. Attention, juste pour ajouter un petit point sur ce qu'on peut entendre aussi, par exemple le fait que le Swift aurait un effectif, que Ryan Phillippe c'est normal qu'il marque plus. Attention, le progrès cette année, Phillier il a les coéquipiers qui lui mettent les galettes aussi, ça joue pas mal cette saison. Et en milieu de terrain, il a des mecs derrière lui qui peuvent le faire jouer également. Complètement, mais après, pour moi, bah déjà Dominique Stolz, c'est sûrement le meilleur joueur du championnat, pour moi. Et je trouve que vraiment, en termes il lance d'autres débats. Il lance de nouveaux débats dans le débat. Non, en termes de qualité de passe, vraiment, il n'y a pas meilleur que Stolz pour être mis sur orbite et ça se voit dans les stats. Et aussi pour marquer, puisque la preuve, il a mis un quadruplé ce week-end. On va peut-être demander son avis à Yannick. Si t'avais le choix, lequel tu prendrais? Personne de deux, moi je suis très heureux avec mes attaquants. Je suis très content avec mes attaquants. Après, je crois que tu as dit une chose au début, c'était pas le même poste. Ouais. C'est difficile à comparer. La comparaison au niveau de l'importance et le fait de porter son équipe évidemment et pas sur le profil. Je trouve que c'est difficile à dire, c'est difficile à comparer. Parce que l'importance, ça dépend aussi de quel système tu joues, ça dépend de quel espace ils veulent utiliser. L'adversaire et aussi. Voilà, si ce serait 2-9, on pourrait peut-être un peu plus comparer, mais là, je trouve ça c'est difficile à dire. C'est qui est sûr, les deux ce sont des super joueurs. Et justement, quand on affronte ce type de joueurs, est-ce que toi, en tant que coach, par exemple, tu vas prévoir un plan spécifique pour contenir ces joueurs-là? Comment on fait? Comment on se prépare à affronter des joueurs qui… Pour moi, c'est le plus important, c'est ce que nous on fait tout d'abord. C'est que nous on fait, comment moi j'aime bien avoir le ballon et comment défendre aussi, hein, comment utiliser les espaces pour les empêcher d'avoir le ballon. Et c'est ça, c'est une chose que ça se fait collectivement. Donc il n'y a pas de plan anti-Ryan Phillippe ou de plan anti-Elias Philippe? Non, comment je prépare, quand nous on prépare les équipes, c'est pas individuellement. Évidemment, il faut faire attention, évidemment je regarde où sont les points forts. Mais à la fin du jour, c'est 11 contre 11 et c'est comme ça que nous, on prépare nos matchs. Yannick, cette saison, on a pu observer avec Pétange une particularité de ton jeu. C'est que les 6 mètres, par exemple, tes joueurs relancent toujours court. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vraiment souhaité mettre en place en arrivant à la tête de cette équipe? C'est une bonne question, mais moi c'est pas forcément il faut relancer court. Pour moi c'est en général j'aime bien avoir le contrôle du match et j'aime bien utiliser après les espaces selon nos qualités. Et je trouve que si on arrive à ressortir de derrière et les adversaires nous pressent, on a l'espace évidemment derrière le dos des défenseurs. Et je trouve que pour l'instant c'est très bien pour nous et ça nous aide à exactement être dangereux et à attirer les adversaires. Je ne vais pas trop dire, mais en fait que ce soit jeu court ou jeu long, le but c'est de contrôler le match et rien d'autre. François, une question? Non, pas tout de suite, non, je te laisse un peu dérouler. Là, je suis comme Lucas, je joue en contre. Hein. Voilà, voilà. C'est quand même incroyable. J'ai bien aimé le style de jeu de Lucas, je vais me calquer un peu sur lui. Moi j'ai une question, Yannick, je trouve que, pareil, je vous ai vu jouer plusieurs fois cette saison. On disait que Pétange n'était pas un favori à cette course européenne. Quand je vois l'effectif, quand je vois les atouts offensifs que vous avez, et surtout le milieu de terrain, moi qui m'a impressionné, comment dire ça? Comment c'est possible qu'on dise que vous soyez pas européen? Parce que franchement, c'est. Non, mais c'est eux qui le disaient pas jusque-là. Maintenant, la question, c'est vous pouvez plus vous cacher. Vous jouez l'Europe. Oui, mais je crois qu'il faut pas oublier que l'année passée, on jouait le maintien et que c'est un procès.
où on est. Et au début, on avait perdu contre Ettelbruck, contre Fola, on avait perdu 6 points importants au début. Et en sachant que, comme j'ai dit, on est dans un procès. Et notre mentalité du début, c'était d'affronter les match par match. Et après, c'est du travail, c'est les qualités du joueur. Et là, maintenant, on est heureux qu'on est à cette place-là, mais ça a été du boulot fait par tout l'effectif. Et c'est pour ça, maintenant, on se cache pas. Oui. En plus, vous avez battu les gros, vous avez fait des prestations assez impressionnantes face au cadre du championnat. Voilà, les équipes de tête, vous les avez battues. Et donc voilà, même au niveau, c'est pas que en matière de points, en matière de classement, c'est le contenu de vos matchs aussi où vous impressionnez sur les dernières sorties. Et donc voilà, en plus on a envie, nous en tant qu'observateurs, on a envie de voir ce que ça donne sur des matchs européens. Ça serait hyper intéressant, en plus pour tout le monde. Bah pour moi aussi, tu as raison. Ce serait très intéressant. Après, comme je dis, c'est la qualité des joueurs. On a essayé de mettre en place une structure où tout le monde se sent à l'aise sur le terrain, mais aussi autour du terrain. On a fait beaucoup de boulot parce que quand tu ressors d'une saison où ça a été difficile, déjà mentalement, il faut essayer de changer les choses, mettre un concept, une philosophie en place qui a été fait par le comité, le président, le directeur sportif, le staff et les joueurs. Et dans ce projet-là, dans ce procès-là, on arrive à avoir les résultats, c'est qui est très bien. Mais c'est du boulot. Et justement, je voulais te demander qu'est-ce qui pour toi fait que la mayonnaise a pris cette saison? C'est quoi les éléments, les ingrédients importants que notamment tu as mis en place pour que ça prenne entre les différents profils que tu as à ta disposition? Ce sont les qualités des joueurs. C'est les joueurs, c'est les artistes à la fin du jour. Nous, on essaye de les aider, de mettre des choses en place, comme j'ai dit, pour qu'ils se sentent à l'aise pour performer. Et après, c'est eux qui font le job sur le terrain. Il y a un état d'esprit aussi particulier. État d'esprit, évidemment, c'est tout après les détails autour. C'est l'état d'esprit, c'est la préparation mentale, comme tactique, comme physique, match par match. Et pour l'instant, ça roule bien. On dit comme ça en français? Ouais, ça roule bien. Et c'est pour ça on est là où on est maintenant. C'est vrai qu'on a l'impression que le groupe vit bien à Pétange. Non, on a l'impression vraiment que le groupe vit bien avec moi des individualités à sortir du lot. Il y en a quelques-unes, mais dans l'ensemble, on a vraiment l'impression que c'est un groupe qui avance et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est ça que je vous dis. Au début, ça c'était le plus important. Quand tu sors d'une saison qui est très difficile, tu remets tout en question. C'est important. Tu ressors le négatif comme le positif. Et au début, c'était clair pour nous que pour gagner les matchs, il faut un collectif. C'est important. Sans ça, chaque individu ne peut pas performer dans le football. Et on a réussi et les joueurs ont fait un grand boulot. Les caractères, les transferts qui a été fait, c'était aussi pour que ça marche. Et là maintenant, on est content que les résultats aussi ressortent de ce boulot qui a été fait au début de saison. On voit beaucoup de liberté, notamment sur le plan offensif avec les joueurs de devant. Comment tu fais pour trouver justement un équilibre avec toute cette folie parfois qui peut être mise? On le voit sur certains buts, c'est quand même assez porté vers l'avant, spectaculaire, mais derrière il y a aussi un équilibre à assurer. Comment on trouve ce juste milieu? Je vais pas te le dire. Excellent. Non, je rigole. Non, on essaye notamment les joueurs comme Arthur Abreu, on connaît tous ses qualités et l'équilibre, c'est simple. Il est en train d'attaquer, on a qu'il faut que défendre. Si on défend, il faut que Arthur Abreu ne peut pas défendre 90 minutes, donc on est dangereux sur les contre-attaques. Et ça, après, pour pas tout dire, j'ai essayé de répondre un peu, mais c'est ça en fait. Après, c'est du travail, c'est les automatismes, c'est les détails dans entraînement par entraînement. Et maintenant, ils arrivent à comprendre, à se connaître plus. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir cet équilibre en ce moment. Avant d'être entraîneur, tu as été joueur, notamment en Allemagne dans les divisions inférieures. Qu'est-ce qui t'a manqué pour perdurer en Bundesliga 2 ou même aller tenter la Bundesliga? C'est très complexe. C'est une réponse que si je devrais répondre détail par détail, ça va durer longtemps. Voilà, certainement.
Les appareils sont chargés, on peut y aller. C'est magnifique. Non, mais pour essayer de reprendre un peu plus vite, c'est le travail, c'est les opportunités qui ont été mises au pas, c'est les mauvais choix. Il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit, c'est difficile à dire ça sur une réponse. Je crois que je suis quand même très fier du parcours que j'ai fait parce que ça m'a fait l'homme que je suis aujourd'hui, hein, dans tout domaine de football. Je suis très content d'avoir pu jouer en Pologne ou bien être au Bayern et avoir vu ce parcours de blessures, d'échecs et tout l'ensemble. C'est une belle expérience et je suis très reconnaissant que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est quoi ton plus beau souvenir de ta carrière de joueur? Oh, j'en ai beaucoup. Tu poses vraiment des questions difficiles. Non, mais mon plus beau souvenir, c'est évidemment quand j'ai gagné le titre en Pologne. Mais j'ai bien aussi aimé le premier titre au Bayern, hein, en U17, où j'ai pu marquer contre Dortmund, le 1-0. C'était très très beau. Mais en Pologne, je crois, parce que c'était très dur de m'intégrer, parce que c'était vraiment un parcours où j'ai vécu la blessure, l'échec, la réhabilitation du jeu titulaire, de pas être dans les 16, après de rejouer, et après d'avoir appris la langue, et après d'avoir gagné un titre là-bas, c'était vraiment très très beau. Et c'est à quel moment que tu as eu envie de devenir entraîneur? Déjà tôt. Je crois que ça a commencé à 13 ans peut-être, à 12 ans, où j'ai pensé déjà qu'est-ce que c'est d'être un entraîneur. Après, c'est en fonction aussi de mon poste comme numéro 6, d'analyser l'espace que j'utilise, la façon aussi que l'entraîneur met en place un plan pour le match, qui était toujours très, très important comme numéro 6, comment aider mes coéquipiers à jouer un bon football ou bien de leur mettre dans leur bonne qualité. Et tout l'ensemble, après, ça m'a toujours donné une idée de mettre une philosophie en place, une idéologie du football, comment voir le football, et d'être entraîneur un jour. Ça, c'est l'aspect un peu tactique, et le côté management, meneur d'hommes, c'est venu aussi rapidement. Parce que là, tu parlais de vision du jeu, surtout par rapport à ton ancien poste, et vraiment de tactique, hein, de philosophie pure. Ce côté, comment on gère un groupe, comment c'est venu, comment t'as... Gérer un groupe, c'est autre chose. C'est que je remarque qui est très difficile, parce que c'est pas seulement la tactique, c'est, comme tu dis, gestion un groupe, c'est des caractères, des personnalités dans un groupe, mais pour ça j'ai un staff, hein, des jeunes, des gens, des personnes qui sont comme Jérôme Schall, André Bonnefoy, qui sont aussi expérimentés, qui sont aussi longtemps dans le football, qui ont gagné aussi des titres, et après dans tout l'ensemble, ça m'aide beaucoup comme coach. Et après, comme joueur, ce qui m'a aidé, c'est mon rôle aussi. J'étais capitaine, numéro 6, au milieu de terrain, qui doit trouver le lien entre la défense, l'attaque et aussi les personnes. Tu as eu l'habitude de prendre tes responsabilités. Exactement, oui. J'ai été tôt dans un centre de formation où là, déjà, j'ai dû prendre la responsabilité et ça m'aide beaucoup. Et commencer cette carrière d'entraîneur au Luxembourg, là où tu avais fini ta carrière de joueur, c'était une évidence de faire cette transition ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Sincèrement, je voulais, je sais pas si on dit en français, faire une année de sabbat. Oui, c'est sûr. Une année sabbatique. Sabbatique, on dit comme ça. Ouais. Et vraiment prendre un peu de recul du football. C'est les dernières années, évidemment, avec le Covid, pour tout le monde, ça a été une année difficile, compliquée. Pour moi magnifique parce que ma femme était enceinte, on a une petite fille de 15 mois, donc c'est venu peut-être dans un bon moment pour moi, mais je voulais vraiment prendre de l'écart et vraiment être sûr que si je me lance dans ce projet-là, d'être entraîneur, je fais les choses correctement. Ça m'a aidé de mettre un concept en place au cas où la chance me revient, on dit comme ça. Et après, c'est déroulé assez vite. Et là, je suis vraiment très très reconnaissant que le directeur sportif, le comité m'a donné cette chance de coacher cette équipe. On te prédit un bel avenir à ce poste d'entraîneur. Est-ce que tu seras toujours en BGL League la saison prochaine? C'est qui est sûr que je pense être demain et la semaine prochaine en BGL à Pétange. Bonne réponse. Non, sincèrement, je me sens très à l'aise à Pétange. La communication avec, comme j'ai dit, le président, le vice-président, le comité, le directeur sportif, le staff, les joueurs,
Le club en tout, c'est très bien. Je crois que le projet est très raisonnable. Hein. Je crois que il y avait des moments à Pétange où c'était un peu plus dur. Et là, maintenant, je suis très très content. Et, si en plus il y a une qualification européenne à la fin de la saison, ça peut être d'autant plus intéressant de faire au moins la saison de plus. Exactement. Donc et là, j'ai un contrat de 3 ans. Mais je suis quelqu'un qui j'aime bien voir court terme. Hein. J'aime bien me concentrer sur la saison prochaine. Je dis ça pas parce que c'est du blabla, c'est parce que je sais. Hein. Voilà, match après match. Mais voilà, mais vous rigolez, mais c'est selon Tu m'as posé une question avant pourquoi j'ai pas réussi à m'imposer en Bundesliga. Mais ça fait partie de la façon que je pense maintenant. De pas trop rêver trop loin, de se concentrer jour par jour. Étape par étape. Voilà, étape par étape, de rester dans le présent. Et sinon, c'est du gâchis du temps. Et tu risques de griller les étapes. Et tu risques de griller les étapes. Et après, au présent, de travailler moins. Parce que tu regardes déjà trop loin. Donc là, si le Bayern il t'avait appelé pour remplacer Nagelsmann, tu ne serais pas allé? Non, j'aurais dit non. Impossible. Hein. J'aurais dit non. Étape par étape. C'est qui d'ailleurs tes priorité, c'est Pétange. Tes influences d'entraîneur, même dans le foot allemand notamment, je pense que tu as eu des influences. Oui, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup d'influences. De citer un nom, c'est difficile. Je peux citer Stefan Beckenbauer, le fils de Franz Beckenbauer, qui était au Bayern un de mes coachs préférés. En Pologne, j'ai eu des coachs magnifiques, même si au début je comprenais rien du tout, mais la façon qu'il transmet, l'émotion, je peux citer beaucoup. Ici au Luxembourg, j'ai eu comme coach Carlos Fanguero, que j'ai eu grand respect. La façon avec quelle passion il coach, ça m'a donné vraiment du plaisir au foot dans un moment où j'avais vraiment plus envie. Hein. Mais voilà, en Suisse, David Zeza, bon, je vous dis des noms que vous ne connaissez pas peut-être, mais ce sont des coachs qui m'ont inspiré. Après, évidemment, dans les stars, dans les grands coachs, il y a Pep Guardiola, hein, Thomas Tuchel que j'aime bien, il y a Hansi Flick que j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est après, une petite collection. Là. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ce sont des coachs qui j'aime bien, la façon qu'ils utilisent l'espace, la philosophie du jeu, le bon football. Voilà, c'est ça qui m'inspire. Voilà. Et le type de joueur, parce que là on parle beaucoup d'entraîneurs, le type de joueur aujourd'hui dans le foot mondial que tu apprécies particulièrement? Toni Kroos, j'aime bien. Profil à l'ancienne un petit peu. Je ne sais pas si c'est à l'ancienne, parce que Toni Kroos... Un meneur de jeu reculé, qui va pas forcément hyper vite, mais qui voit le jeu, etc., qui distribue. Voilà. En fait, voilà, c'est ça que tu dis. Voilà. J'aime bien les joueurs intelligents, où tu vois tout de suite... On en voit de moins en moins des joueurs comme ça. Oui, peut-être. Moi, j'en ai un de mon équipe, Dennis Stumpf. Ouais. Je crois que je peux le mettre dans chaque poste, et il est très très intelligent, il s'adapte, il lit le jeu. Mais en général, oui, des grands noms, c'est Toni Kroos, j'aime bien Miralem Pjanic, pas parce que j'étais avec lui à Metz, mais c'est des joueurs que j'aime bien. Andrea Pirlo, Xavi, Hernandez, le coach. Donc, Kimmich en ce moment un peu, c'est un peu le profil qui distribue et qui régule bien le jeu, quoi. Moi j'aime bien, après c'est mon poste, donc évidemment je me rends compte à ça, mais j'aime bien Marco Verratti aussi, joueur courageux mais intelligent. Je sais qu'avec l'OM c'est un peu difficile. C'est un thème. L'émission se passait bien. Les problèmes commencent. On va appeler Daniel Riolo dans 2 minutes. Non, mais ce sont les profils que j'aime bien. Très bien. Ça marche. Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Super bon, merci. Ouais, c'était ma première, c'était vraiment bien. Ouais. C'était vraiment bien. Ça y est, t'es baptisé, on va pouvoir te faire revenir. Ah, si l'essai a été concluant, je suis prêt à faire une deuxième. Bon, on verra, ce sera régulièrement dans les 23. Alors. Ça marche, ouais, pas de soucis. Semaine en semaine. En tout cas, vous pouvez nous retrouver un peu partout, comme d'habitude, notre site internet avec nos articles, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok aussi. Je sais que les jeunes aiment particulièrement TikTok, donc voilà, on met aussi du contenu là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos retours sur l'émission, puis à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.